Merci de nous rejoindre sur Radio J. Chronique du procès du 13 novembre 2015. Chaque jour, les audiences racontées par notre journaliste de la rédaction, Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors hier, Michel, vous nous racontiez les témoignages de spectateurs encore retenus en otage au Bataclan par les terroristes Agad et Mostefaï, entre terreur et discussions surréalistes avant l'assaut de la BRI. Et encore ce mercredi 20 octobre, la Cour a entendu des récits de survivants et de familles de victimes, des témoignages insoutenables, on peut le dire, mais parfois dit aussi avec une forme d'humour étonnante. Oui, Ilana, un humour ici qu'on pourrait appeler politesse du désespoir, comme dit l'aphorisme, un humour qui essaye de mettre à distance, si c'est possible, la description de l'horreur. Plusieurs témoins en ont fait montre dans ce procès si dur, dans cette phase fondamentale, en ce moment qu'est le témoignage, des petits moments de respiration, alors que les récits nous coupent littéralement le souffle. C'est le cas de celui de Hans Veskaki, chevelon, 43 ans à l'époque. Il veut témoigner pour tous ces fantômes, dit-il, qui hantent cette nuit du 13 novembre 2015 au concert des Eagles of Death Metal avec sa compagne Lou qu'il avait rencontrée quelques mois auparavant. Ce couple se trouvait dans la fosse quand les trois terroristes ont pénétré dans le Bataclan. Hans se souvient très bien des pétarades et de cette silhouette en ombre chinoise d'un homme qui tenait une arme. Il ressent très vite une douleur qui le fait tomber au sol. Il tombe d'ailleurs sur une femme qui était déjà morte. Ce qui m'a frappé, c'est la quantité de sang qui coulait. Comment était-ce possible? Mais il comprend qu'il ne faut pas bouger, faire le mort, comme l'ont raconté plusieurs survivants. Il ne sait pas où est Lou. Hans essaye de supporter cette douleur qui lui irradie le corps. Il tente de se comprimer contre le corps de cette femme et empêcher son propre sang de couler. Quelques minutes plus tard, le terroriste Ami Moore fait exploser son gilet. Hans se souvient de cette myriade de confettis qui retombait. C'est assez joli, dit-il, en fait. C'est répugnant, il admet. Mais attention, le pire est à venir. Certains spectateurs en profitent pour s'échapper de la salle. Une tête est alors tombée sur mes pieds, dit-il. Ça ajoutait de l'inconfort à ma situation. Il lâche avec cet humour très anglais, puis carrément noir lorsqu'il poursuit. Mes gestes étaient lents. J'essayais de faire rouler cette tête entre mes pieds. Hans se demande où sont ses blessures. Son corps commençait à le lâcher. Des épanchements à l'intérieur de moi, j'ai froid. Je comprends que je commence à partir. Et drôlement, il dit, tout le monde se demande ce que ça fait de mourir. Pour moi, c'était médiocre. Je n'ai pas vu de lumière au bout du tunnel. J'ai pensé à personne. J'avais juste froid. Les policiers arrivent enfin à l'intérieur, les premiers, et le transportent dehors. Une balle est entrée par la hanche, a démoli la rate, puis s'est logée dans le poumon, raconte encore Hans, qui est un miraculé, car une autre balle lui a touché le crâne. Il a d'autres cicatrices et lui dit de façon assez drôle, mais je ne sais pas ce que c'est. Et Lou, sa compagne, me demanderez-vous, eh bien, par chance, elle est sortie saine et sauve. Et c'est elle qui est à son chevet à l'hôpital et puis à ses côtés dans les mois de rééducation. Mais ils ont survécu et peuvent aujourd'hui se réapproprier la rue vivant. Malgré le traumatisme évident. Alors, un autre témoignage vous a marqué, Michel, le récit d'une rescapée qui souffre d'une amnésie presque totale des attentats. Oui, Dominique, elle a 47 ans. Elle dit « Je n'ai aucune violence envers les accusés car je ne veux pas m'abaisser à penser comme Daesh ». Elle dit ça d'emblée. C'est donc cette femme qui tente de reconstituer face au juge les événements de sa mémoire traumatisée. Elle est de petite taille, ça va être important. Elle n'est donc pas allée dans la fosse durant le concert pour voir le spectacle. À quoi tient une vie? C'est peut-être ma taille qui m'a sauvé. En revanche, sa mémoire n'a pas oublié le bruit terrible des kalachnikovs. Je me sens piégé, je suis au sol, je ne vois rien. Elle pense aux attentats de janvier, elle est désespérée. Ce n'est pas de la peur. C'est au-delà. Elle va mourir sans rien pouvoir y faire. Dominique ne se souvient pas comment en fait elle a pu s'échapper. Elle est restée de longs mois en état de sidération. J'ai l'impression d'être restée là-bas piégée par terre. Mais ils ne m'ont pas eu. Elle est libre aujourd'hui. Soyez heureux, conclut-elle. On va essayer, nous aussi. Et puis rapidement, un autre témoignage poignant, Michel, celui d'une mère qui a perdu son fils à 24 ans. Oui, pas vraiment donc pouvoir respirer avec cette photo de Philomène et de son fils Baptiste, souriant, qui a été projeté à la cour. Cette femme encore jeune, à la coupe courte et aux lunettes, veut raconter le parcours de son fils, doux, solaire, à qui tout réussissait, jusqu'à ce terrible soir du concert. Un cadeau de sa sœur, d'ailleurs. Sa vie, c'est la mienne, sa mort, c'est aussi la mienne, a dit Philomène ce soir-là. Elle voulait se rassurer. Sur 1500 personnes, ce n'est pas possible qu'il soit dedans. Cette nuit sera longue entre espoir et désespoir. C'est la petite amie de son fils qui lui annonce sa mort, en l'occurrence. Et Philomène, donc aujourd'hui, à la barre, a dit que son fils a presque eu de la chance
de mourir tout de suite, apparemment sans souffrir. En revanche, pour elle, 6 ans après, la plaie est béante. Merci beaucoup Michel Zerbib, une chronique à retrouver au quotidien sur Radio J.